Passionné par l'histoire de l'ordre du Temple, j'ai la chance aujourd'hui de me trouver en compagnie de Georges Kiss. Fondateur du Centre d'études et de recherche templière, Georges a consacré de très nombreuses années à consulter les archives de la Haute-Garonne, Fontmalte, pour exhumer des documents liés à l'histoire de la région. Ces nombreuses publications laissent peu de place aux hypothèses, seuls les documents font foi et remettent parfois en cause bien des idées reçues, notamment celle de la présence de Templiers au Bézu, reliés par l'abbé Mazières et reportés sur la carte IGN. Bonjour Georges. Bonjour, oui. Tu peux nous expliquer à partir de quand l'ordre s'est implanté dans la Haute-Vallée de l'Aude? D'après les documents que j'ai, c'est déjà 1142 à Esperanza, où ils auront pas mal de biens. Je crois qu'ils ont 5 ou 6 endroits sur Esperanza. Voilà. Et puis en 48, ils auront Campagne, le fort de Campagne, qui vont aménager plus encore. Et là-dessus, on a aussi des textes et des preuves historiques. 1140? En 1142, implantation sur Esperanza et le fleuve Aude, puisque ce sont des moulins à vent notamment, des moulins à eau notamment, qu'ils gèrent. Et 1148, le lègue à Campagne, où ils deviendront propriétaires du fort, qui deviendra le fort templier, auquel ils vont ajouter une barbacane et ils vont arranger les conditions de défense militaire. Les Templiers donc, avaient l'habitude de s'installer près des moulins ou près des ponts. Voilà, parce que ce sont des endroits qui rapportent de l'argent, qu'ils faisaient fructifier, ces lieux. L'argent amène d'autres argent. Et tout ça, c'était dans le but de lever des armées pour faire la guerre en terre dite sainte. Alors tu as donc consulté pendant de très très longues années les archives de la Haute-Garonne Fontmalte et donc tu as découvert qu'en fait il y avait donc des seigneurs au Bézu qui étaient puissants et dont la provenance de la fortune reste à élucider. Et pour cela, tu as découvert qu'en fait, un seigneur du Bézu avait prêté de l'argent au vicomte de Béziers pour partir en croisade. C'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant, ce n'est pas le Bézu. Ce n'est pas le Bézu. Le seigneur d'Albezuno, le Bézu, je pense que le lieu n'existait pas. Le seigneur d'Albezuno, c'est vrai, avait beaucoup d'argent apparemment, et on fait une enquête là comme les inspecteurs de police et les feuilletons de télé, et on s'aperçoit que si le vicomte de Béziers-Carcassonne n'a pas assez d'argent pour partir en croisade, parce que c'est un vicomte, il part avec sa suite, il est obligé donc de faire des emprunts, des biens, notamment à Campagne alors, plus quelques lieux environ qui vont jusque du côté de Mirepoix. Et lorsque ce vicomte part en croisade, il n'arrive pas plus loin qu'à Agde. Et là, le texte dit clairement, au port de la Tourette, il est alité, ses médecins autour de lui, il ne peut plus voyager. Il ne prendra pas le bateau, il ne partira pas. Alors, il fait des dons, notamment, il donne même, pas seulement en Haute-Vallée de l'Aude, dans d'autres régions qui sont devenues le département de l'Aude, à Magri également. Et les Templiers, on aurait dit qu'ils attendaient ça, ils étaient là, et ils lui disent, voilà, nous qui sommes implantés sur Esperanza, sur des points de plus haut du fleuve Atasse, Aude, on voudrait Campagne. Alors il leur donne Campagne, il ne le vend pas, il leur lègue carrément, et nous avons le document de donation, une donation pie pour la rédemption de son âme, etc., comme on faisait avant. Et peut-être aussi pour contourner le fisc qui existait déjà, on donne, on ne vend pas. Et ensuite, on s'aperçoit que ce lieu est hypothéqué,
Donc, pour être propriétaire en totalité, à part entière de ce lieu, il faut bien qu'ils lèvent l'hypothèque. Ce qu'ils font. Alors, la question la plus intéressante, à savoir, qui a prêté de l'argent au vicomte de Carcassonne? Et on s'aperçoit que le seigneur d'Albezuno, Bernard Sermon d'Albezuno, apparemment il a beaucoup d'argent. Il a prêté une somme colossale qui se résume à 3000 sols melgoriens. Pour avoir une idée, ben là c'est déjà un château féodal ou un fort sur le fleuve Atas qui est sur un rocher qui est presque une île selon les périodes de temps, cru ou pas cru, mais c'est dans l'eau quand même, avec une barbacane que les Templiers construisent. Et c'est un grand lieu avec les forêts, les montagnes, les pâturages, les champs, les moulins, parce que le moulin, c'était très important, parce que les chaussées, les canaux d'amener étaient foisonnés de poissons. Et c'était très important, parce que ça rapportait déjà pas mal d'argent. D'autant plus que les gens du pays étaient ce que les catholiques appellent cathares. Ils avaient déjà la tendance à cette époque-là. Et ces gens ne mangeant pas de viande, ben les poissons, c'était bienvenu. Il y avait des poissons conservés, fumés ou autres. Et puis, voilà. Alors ça, c'est 1148. Les Templiers lèvent l'hypothèque. Ils remboursent cet argent au seigneur d'Albezuno. Et 3 ans après, le seigneur d'Albezuno, se sentant vieillir, va redonner une partie de cette somme, 1000 sols melgoriens, aux Templiers, à condition qu'ils le reçoivent dans leur fraternité et qu'il sera enseveli chez eux lors de sa mort. Et on voit qu'ils sont en très grande amitié entre ce qu'on appelle le Cathare et les Templiers qui sont donc là à campagne. Donc si je comprends bien, ce sont les seigneurs d'Albezuno qui sont descendus au temple. Et non l'inverse. Un seul seigneur à sa mort. Les Templiers n'ont jamais eu le moindre droit là-haut, le moindre acte. Et voilà que 100 ans après, 95 ans pour être juste, il y a Bernard Sermon d'Albezuno, donc ça doit être un petit-fils, un arrière-petit-fils, mais c'était toujours le même nom. Oui, parce que Sermon, c'est dérivé donc de Sismondi, de Sigismond, qui sont d'origine wisigothe. Voilà, je te le fais pas dire, ça me fait plaisir. Et donc, ce descendant, assez lointain, puisque 100 ans après, revient au pays, ce qui veut dire qu'il était exilé, qu'il était feydit. Et feydit, c'était déjà une marque d'ennemi. Il était parti pour ne pas être brûlé. Il revient avec 12 chevaliers comme lui, dont on tait prudemment les noms, et 200 hommes à pied, des fantassins qui sont prêts à faire la guerre. Ils arrivent à Albezuno, ils récupèrent leurs biens, et de là, pour une raison ou une autre, ils se précipitent sur campagne, dont les habitants ne les voient pas arriver. 13 chevaliers, 200 hommes à pied, on ne les voit pas arriver. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, comme je les croyais au début, descendus par Granes sur campagne. On les aurait vus, il y aurait eu la poussière des chevaux et puis des machines de guerre qu'on traîne, etc. Ils sont arrivés par autre part, par Esperanza peut-être, je ne sais pas. Et je m'interdis d'extrapoler, hein. Je ne suis pas historien. Et donc, ils prennent le fort de campagne, il leur est interdit d'avancer, d'en faire plus. Ils n'écoutent pas.
à la hache, il fracasse les portes de la Barbacane. C'est comme ça qu'on apprend qu'il y a eu entre le temps de la propriété des Templiers à Campagne et 95 ans après, on voit qu'il y a eu des constructions, des améliorations et cette fameuse Barbacane dont on n'avait pas encore parlé. Et pourquoi ce fort de campagne était aussi important? Peut-être parce que les Templiers avaient pas mal de possessions sur Espéraza, peut-être même sur actuellement la commune de Campagne, je ne sais pas. Mais ils avaient des possessions et il était bien pour eux d'avoir un lieu, comme on dira aujourd'hui, une maison mère, un bureau, une centrale. Alors c'était une préceptorerie, puisque les gérants étaient des précepteurs. Et effectivement, nous pouvons définir certains emplacements de moulins à eau, dont un au confluent du Faby et de l'Aude. Et je suis en mesure de te montrer un jour où se trouvaient ces moulins. Il y a encore le canal d'amener d'eau qui prenait l'eau dans le Faby, le Fabiani, comme il disait à cette époque-là. Et ce canal qui a été cassé à plusieurs endroits, dont entre autres au début du XXe siècle, lorsqu'on a construit le chemin de fer qui va jusqu'à Quillan. Il y a un jambage de pont à l'endroit du canal d'amener d'eau qui faisait fonctionner 2 moulins à eau, puisque, et ça j'avais mal compris, je le reconnais, et les Templiers ont un moulin près du moulin de la Lauze. Donc je croyais qu'il s'appelait le moulin de la Lauze le leur. Mais non, puisqu'il était près du moulin de la Lauze, il y en avait au moins 2. Donc si Campagne était une préceptorie, elle dépendait de quelle commanderie? Ah, ça pouvait. Est-ce que c'est obligatoire le mot commanderie? Est-ce qu'il faut. Il y avait. Lorsque, à cette époque-là, donc 95 ans après le titre de propriété des Templiers sur Campagne, il y avait un précepteur, j'apprends que c'était un précepteur, le grand chef des Templiers de la région, qui est à Carcassonne. Il introduit cette procédure au tribunal, et si c'est un précepteur, lui aussi, c'était le maître d'une préceptorerie. Et je me demande, je crois que le terme de commanderie était une expression très vulgarisée, on utilisait commandeur et tout, c'était comme ça, mais c'était bien textuellement, d'après le titre, on donne le nom du chef templier qui provoque cette procédure au tribunal, laquelle se conclut d'ailleurs au bénéfice des Templiers, puisque les témoins d'Espéraza ont refusé de venir siéger et de venir témoigner au tribunal, un tribunal qui devait être entre Alette et Limoux. On ne donne pas de lieu précis non plus, c'est comme pour le nom des seigneurs. Mais on donne le nom de ceux qui viennent témoigner. Il y a beaucoup de témoins. Mais du fait que les hommes d'Espéraza refusent de venir, j'ai le sentiment, mais ça il ne faut pas le prendre pour une vérité absolue, c'est une idée, il faut bien trouver des pistes. Alors j'ai le sentiment que c'était des faux témoignages. On dirait que la conclusion du tribunal va dans ce sens-là, puisque à la dernière audience, lorsque les Templiers montrent leur titre de propriété. Qui date de quelle époque? 1148, le titre de propriété. 1148, lorsque le vicomte de Carcassonne donne Campagne, lequel, j'apprends, ne meurt pas à ce moment-là. Il est très, très malade, très mal, il fait des dons, des legs, mais il meurt en 50 ou 51. Ça dépend les historiens qui donnent les dates. Et donc c'est parce que tu as découvert cet acte de procédure, ce procès qui a été retentissant à l'époque, que tu as pu mettre à jour toute cette histoire.
Mais bien sûr, oui, par recoupement et avec les textes qui sont là. Si j'écris quelque chose là-dessus, ça sera ardu. Je tâcherai d'être pas trop pointu, mais ça sera forcément pointu. Que je mette les textes dans les textes, les références, ou en bas de page, ça sera... Il y aura les textes, on pourra vérifier Et donc comme mon bouquin. Et la préceptorie, donc, elle était tenue par deux personnes, hein, principalement le frère Stéphanus et le Donat Arnaudon. Et elle était tenue par Stéphanus, tout seul. Arnaudon était un Donat. Aujourd'hui encore, des historiens et autres se demandent quelle était vraiment l'importance et le titre de Donat. C'est quelqu'un qui se donne au temple. Est-il un templier au même titre que le précepteur? Je ne crois pas. Il portait sans doute le manteau marron, de bure, le manteau de bure. Et par exemple, ce seigneur d'Albezuno qui se donne au temple, ce ne sera pas forcément l'homme au manteau blanc, on ne sait pas. Il sera lui aussi un Donat. Il sera donc au manteau brun le jour où on acceptera l'offrande de, je ne sais pas comment il faut dire là, de son corps et de son âme pour la rédemption du sien, etc. Donc, et effectivement, René Magière dit bien dans sa publication de l'époque que lorsque on a fait des travaux dans la rue du Fort, on a installé les égouts et puis l'eau, on a trouvé des sarcophages. Et un des sarcophages qui était tourné à l'est, c'est-à-dire quand on rentre dans le fort de campagne, côté gauche, c'était la tête, les pieds, côté à droite, en rentrant. Et là, il y avait bien une dalle de sarcophage qui était avec des inscriptions et qui a été cassée. Il y a aussi un mobilier qu'on a trouvé dans le sarcophage, mais il déplore que le tout a été cassé, ce qui me fait penser que probablement ça y est toujours. C'est une sorte d'empierrage, ça fait partie des pierres qu'ils ont mis pour cimenter la rue. Qui est cimentée, c'est pas si vieux que ça, il y a peut-être tout juste 50 ans. Il y avait une habitante du fort qui se plaignait que cette rue, c'était bon pour se casser une cheville. Et je me souviens quand la mairie l'a cimenté ça. Et oui, pour en revenir à ce procès, donc ça met en lumière la puissance et la richesse des seigneurs d'Albezuno. Oui, alors je te vois venir la question, comment se fait-il qu'ils avaient tant d'argent? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était de la monnaie sonnante et trébuchante. Les billets à ordre que les Templiers vont inventer, mais ils n'ont pas encore 20 ans d'existence. Officiellement, ils sont créés en 1129. Ils ont 8 ans d'existence à Jérusalem en 1129, puisqu'ils disent qu'ils sont dans la 9e année. Ce qui veut dire qu'ils ont entamé la 9e année d'existence. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement 8 ans à Jérusalem et qu'ils naissent en janvier, le jour de la Saint-Hilaire, à Troyes, lors de ce fameux concile qui dure probablement seulement un jour et où ils seront officialisés. On les appellera les chevaliers de la milice du Temple, mais pas templiers. On pourra peut-être en parler autrement. Oui. On sait que les 9 premiers chevaliers, ça c'est quelque chose que tu ne partages pas cette histoire officielle des 9 premiers chantiers. Je ne suis pas le seul. Qui sont restés 9 ans sur le temple. Ouais. Laurent Daillès avait aussi fait remarquer l'histoire de datation. Et à Troyes, il marchait au calendrier ancien. Janvier, ils étaient encore dans l'année précédente, si on veut, puisqu'ils changeaient de date à Pâques. Ouais. Alors que le nouveau calendrier qui était déjà adopté dans le midi de la France, on était l'année suivante. Donc on n'était plus en 1148, mais en 1149.
le jour de la Saint-Hilaire, on est en janvier 1149. Alors pour en revenir à ces seigneurs d'Albezuno, qui sont-ils? Attends, d'où pardon, ils viennent? 1129. 29, pas 49. Pour en revenir à ces seigneurs d'Albezuno, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce qu'on a des Toi, tu as dit, des informations? ce sont probablement des Visigoths d'origine, tu n'es pas la seule. Qui sont-ils? Mais ils sont les seigneurs de ce lieu, comme il y a un seigneur dans chaque lieu, dans chaque château, qui sont plus anciens, plus tardifs, comme Joyeuse à Couisan. Ils étaient affiliés à d'autres familles, comme les de Redas? Alors, il y a des gens, les parents sont bien d'Albezuno, mais c'est bizarre, mais c'est pas étonnant à cette période du Moyen-Âge. Des gens qui s'appelleront aussi de Redas, par exemple, hein, et puis ils changeaient souvent de nom parce qu'ils étaient très nombreux, cette famille. Alors il y a de Bernard Othon de Niort, qui est l'oncle, c'est bien précisé dans le texte, que lorsque Bernard Sermon d'Albezuno revient d'exil, il est le neveu de Bernard Othon de Niort. Alors, ça doit avoir son importance, c'est dans l'introduction de la procédure. C'est très important même pour eux. Alors, il y avait des seigneurs qui s'appelaient de Redas. Ils étaient propriétaires surtout à Esperaza. Et l'église d'Esperaza, qui était à Béate-Marie, tout court, elle appartenait à un seigneur qui s'appelait de Redas, à un de ces seigneurs. L'église de Rennes-le-Château également était dédiée à Beata Maria de Redis. Oui, ça c'est une autre bataille. On ne veut pas admettre, hein, mais c'est tout nouveau. C'était le rédacteur du dictionnaire topographique de l'Aude, contemporaine de Saunière, qui a dû se planter. Je me demande comment c'est possible. Dans un dictionnaire, on procède par lettre alphabétique. On prend la lettre R, Rennes le Château, dédié à Marie-Madeleine. C'est curieux. Bon, alors on lit les preuves qu'il donne, ce monsieur. Alors il donne Béate Marie de Redas, Santa Maria de Redas, et de nouveau Béate Marie de Redas. Il donne les textes médiévaux que j'ai aussi en photocopie. Et la même chose se produit à Esperaza, c'est Béate Marie d'Esperazano. Et il faut en tirer une conclusion. Donc ces seigneurs d'Albezuno sont riches. Et bien plus tard, on retrouve encore un autre mystère concernant leur fortune, avec l'affaire des faux monnayeurs. Oui, alors là on sort de la période templière. Hein. Il ne faudrait pas trop peut-être aller dans ce sens. Mais c'est une histoire qui est connue, puisqu'elle est officiellement reconnue. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, et un certain Catala qui milite, qui est sûrement militaire, ces gens sont arrêtés, et le fameux Catala, il a pour oncle un archevêque à Pamiers. Et pendant que ces histoires se passent, cet homme de Pamiers devient pape. Et donc, sous quel nom? Benoît XII. Et donc, c'est comme aujourd'hui, hein, on n'a rien inventé là-dedans. Parce que ça ne fait pas bon effet quand même qu'un neveu du pape soit compromis dans une histoire de fausse monnaie. Alors on prononce un non-lieu. Mais c'est officiel. Il y a plusieurs personnalités, rois de France même, qui reprennent ce non-lieu et qui le, comment dit-on, qui le valide. Il n'y a pas que le pape. C'est une anecdote. C'est vrai qu'il faut la faire ressortir. Et tu n'as jamais rien trouvé sur vraiment l'origine de leur fortune, s'ils avaient un dépôt quelque part? Ça reste un mystère. Ça reste un mystère jusqu'à maintenant, pourvu que ça ne provoque pas
des poileurs et des trous, des creuseurs de trous, mais c'est l'histoire de ce pays. Alors donc la légende des seigneurs, des Templiers du Bézu a été relayée par l'abbé Mazières et ça a été reporté sur la carte IGN. Et toi justement, tu as voulu modifier cela en vain. C'est tardif, hein, la carte IGN, elle donnait toujours ruines, châteaux ruinés. Mais là, on va loin. Lorsque Mazières a sorti cette histoire, c'était à une époque où l'hygiène faisait des révisions. On fait des révisions de cartes, des cartes nouvelles, c'est comme pour les cadastres, et c'est exposé à la mairie. Les gens sont invités à aller les consulter, les cartes, pour donner leur avis au cas où il y aurait des erreurs. Les gens ne le font pas, et après ils respectent parce que c'est pas comme il faut. Alors au Bézu, ça a été fait, le maire a signé, comme quoi il y avait une légende là-dessus, mais la légende, elle datait de, j'allais dire, de 15 jours, elle datait de 2 ou 3 ans en arrière. Parce que cette légende, je soupçonne René Mazières de l'avoir copiée ailleurs. Ça existe quelque part en France, mais je n'ai pas le nom en tête. Alors la même légende, on peut la mettre sur tous les lieux où on supposerait qu'il y ait eu des Templiers, vrai ou pas vrai. Mais on a corrigé, ça a été corrigé en château Templier. C'est peut-être un atout touristique aussi. Oui, mais les touristes, ils n'y montent pas là-haut. Il n'y a presque personne qui va là-haut. Et donc, il n'y a pas longtemps, tu as également orienté tes recherches vers les rapports entre les Templiers et les Cathars. Oui, alors les Cathars, selon les catholiques, c'est-à-dire, j'aime bien dire les catholiques dissidents, parce qu'on ne connaissait qu'une seule religion, puisque la lecture des Écritures était formellement interdite, à tel point que si on trouvait seulement quelques extraits de textes, qui était écrit en langue vulgaire, on disait à l'époque, qui était écrit en occitan, des textes que j'ai vus et dont j'ai des copies à la maison. Et quand on trouvait chez quelqu'un quelques extraits de ces textes, ben, les textes, on les mettait au feu et la personne aussi. Hein, on brûlait tout ça. Et c'était terrible parce que c'est vrai aussi que la catholicité, elle jouait gros là. Parce que déjà, les seigneurs, pour si riches soient-ils, per nascer Mondalbezuna, ils ne payaient plus la dîme. Le crime de ne plus payer la dîme, c'est quoi ça? Alors imaginons que ça se propage partout, c'est fichu. Et pourquoi on les appelle seigneurs Fédis? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je n'ai pas ici les définitions de dictionnaire. Alors déjà, si on prend un dictionnaire de latin classique, ce terme n'existe pas. Alors, quand j'allais en Suisse à l'époque, j'allais dans la plus grande bibliothèque de Suisse, qui est à Fribourg, et là, il y avait en 2 gros volumes de grand format le dictionnaire de latin médiéval. Depuis lors, on le trouve sur Internet et autres. Et selon la publication et selon l'année, on trouve le terme Fédis qui explique bien, c'est pire qu'exilé, simplement, c'est la personne, c'est au niveau des criminels. Quand ils reviennent, on les brûle. Alors, sauf s'ils font amende honorable, s'ils redeviennent catholiques. Donc, Fédis, c'est en fait un terme qui était utilisé par leurs ennemis. Dans l'histoire générale du Languedoc, tome 7, dans l'épreuve aux environs des pages 340-370, on voit plein de résultats d'enquête avec le terme faiditum ou feditum, et on les a les termes là. Et on peut très bien partir sur une base qui est imprimée là pour voir que le terme existait déjà et que c'était très très grave. Et tu as trouvé des documents montrant que les seigneurs locaux
même s'ils n'avaient pas tous la foi dite cathare, ils les protégeaient. Il y avait des seigneurs locaux qui étaient catholiques et qui le sont restés ou qui sont revenus. Mhm. Alors, il y avait aussi une grosse part de politique. Mais la famille d'Alvesuno et tous ces gens, ben, ils avaient bien dans leur famille beaucoup de personnes qui étaient soupçonnées d'hérésie, selon les cathos, et qui avaient même ouvert à l'Aurac une maison religieuse pour les jeunes filles qui rentraient en religion non catholique. Ça prenait une certaine expansion. Le seigneur de Toulouse était Fédi, si on veut, était cathare, pour utiliser le nom passe-partout. Et le seigneur de Carcassonne et autres. Il a été dit par certains auteurs que certains cathares, certains dignitaires cathares étaient protégés, qui sont réfugiés au Bézu. Tu n'as pas trouvé trace de cela? Il n'y a eu personne, aucun cathare au Bézu? C'est en relation avec cette histoire de Templiers, pas Templiers, des gens qui se seraient cachés là-haut, ce qui est fort possible, puisque le village d'Alvesuno, le lieu dit d'Alvesuno, avec son château, son église, et on ne me reprend plus en disant chapelle. Son église, son lieu pour les morts, il y a aussi cette tombe mégalithique et où on avait trouvé des vases à incinération. Et tout ça, ça existe. Il y a les murs, beaucoup de murs encore. Pour les jardinages en terrasse, il y avait un village là. C'était une paroisse et le fait d'être paroisse, c'était très, très important. Et lorsque les archéologues ont fouillé l'église actuelle, les ruines de l'église actuelle d'Alvesuno, ils ont sorti toutes les pierres qui étaient dedans. Ils n'ont trouvé aucune pierre de taille, des pierres d'entourage de fenêtres, de linteaux et autres. Pourquoi? Et là, c'est un truc bien. Il y avait un lieu, à 1 ou 2 kilomètres de là, qui est connu maintenant, qui est devenu Bézu. Et là, on a construit tardivement une église. Et cette église, c'est comme un musée à l'extérieur. Parce que, on pourrait presque le jurer, les pierres de taille et les entourages de fenêtres du château, de l'église du château, ils sont là. Et il faut les respecter. C'est un témoignage merveilleux de l'église de là-haut. Pour terminer, je profite de l'occasion pour te demander de nous parler de l'église de Serres, un sujet qui me tient à cœur. Ça, c'est autre chose, Serres, il y a cette double croix, bon. Et je me suis surtout intéressé à la double croix. Mais j'avais fait un article aussi dans nos colonnes du Centre d'études et de recherche templière. Bon, cette double croix elle a des particularités. Il y a celle qui est identifiée, il y a Henri, donc la croix du Christ probablement, puis celle qui est un peu plus grande, il faut bien observer, elle est légèrement plus haute et plus basse aussi, avec un cartouche vide, anonyme donc. Et pourquoi les deux croix? Alors je ne suis pas romancier et puis même que je voudrais l'être, je laisse la parole à ceux qui pourraient aller plus loin parce qu'il y a des pistes fort intéressantes. Et comment tu as découvert Mais je n'ai pas moi découvert, j'ai su qu'il y avait ça. Madame Deschamps, je suis allé la voir là, il fallait que je bouge. Et je lui ai dit, j'apprends qu'il y avait cette croix et j'aimerais bien la voir, cette église, est-ce qu'on pourrait? Parce que c'est elle qui avait la clé. Mais là, bon, elle m'a accompagné, j'ai fait des photos, je me suis même couché au sol, pile sous ces deux croix, et les photos, et la croix était plus fraîche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle se détériore aussi, hein, la double croix.
Tu as des projets d'écriture, donc Je crois que cette histoire d'Albezouno, il va falloir mettre ça au point. Ouais. Mais ça va être comme le mot paraît très prétentieux, je ne vais pas le dire. Mais ça serait comme une étude quand même. Il faut donner un cheminement avec tout le temps les références. Ça sera plein de références. Mais ça sera solide, on ne pourra pas aller plus loin. Et un truc que j'ai jamais dit, que je ne disais pas avant, parce que j'étais artisan peintre, on disait oh c'est il est pas malhonnête, mais bof, c'est un poète. Le terme poète était péjoratif, mais péjorativement, si on veut, gentiment quand même. Alors, je ne pouvais pas le dire, j'étais artisan, là, je travaillais, les clients et tout. Des fois, le mardi, j'y allais pas. Je leur disais, mardi, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Et en fait, c'est parce que j'allais à Toulouse, le matin, aux archives, et j'étais devant la porte à l'heure de l'ouverture, à 8h30, ça ouvrait. Et du temps de midi et demi, 1 heure, hein, je traversais toute Toulouse par le pont Saint-Michel, et j'allais à la faculté Le Mirail. Alors tant pis, je lâchais le morceau. Donc j'étais inscrit au Mirail et j'étudiais la paléographie pour apprendre à déchiffrer les documents. Alors Jean Duvernois l'a su et il me demandait de lui porter les photocopies de ces textes qui m'intéressaient. J'avais trouvé une liasse sur campagne qui comprenait 50 documents et une autre liasse qui comprenait 11 documents. Et Jean Duvernois, il me disait, moi je vous les transcrirai, pas traduit. Et je vous le tape à la machine, hein, et j'ai dit, mais pourquoi vous n'y allez pas, puisque vous habitez à Toulouse, vous. Il n'a pas tenu de me dire pourquoi, mais j'ai compris qu'il ne tenait pas à y aller. Alors, comme j'étais dans ce domaine, et je sais maintenant pourquoi, c'est parce qu'il y avait le Agnor qui ressortait souvent dans mes textes par recoupement. Et c'est ce qu'il voulait, parce qu'il adorait cette histoire. Chaque fois qu'on parlait d'Agnor, ça, c'était pour lui. Alors, il me traduisait les textes, il me transcrivait les textes, et puis plus tard, Marcel Boulbes, qui était professeur à Couiza, à l'école, il me les a traduits du latin en français. Et après, il manquait des passages dans ce long rouleau. Et passage, la conservatrice des archives m'a refait des photocopies. Et puis, dernièrement, j'y retourne un peu aux archives. Je fais des photos. Avec des photos, on peut agrandir sur l'écran, c'est bien. Je peux prendre des photos de détail, travailler encore mieux pour un mot qu'on a mal lu, qu'on a mal compris, des fois le nom de quelqu'un. Et c'est bien. Mais c'est vrai que ces Agnors sont fascinants. Eh bien oui. Alors surtout que celui-là, d'Agnor, c'est un personnage digne des bandes dessinées. Il a fait de tout. On l'arrête, on le condamne presque, je ne me souviens plus si on l'a condamné à mort ou pas. Et ça s'est passé. Et puis là où l'abbé Mazière a fini curé, je crois, à Ville-Secqueland, pas loin du canal du Midi. Et là, on le condamne pour affinité avec les hérétiques. En quelle année? Ah oui, ça devait être au XIIe siècle, ça devait être... Ah non, et non, à moins que là aussi, ils ont le même nom de père en fils, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je n'ai pas trop étudié là-dessus. Je les ai, quand je les rencontre dans mes textes, mais il dit, mais comment, mais moi, j'ai dénoncé plus de 1000 hérétiques. Il dit, pour sa défense, on voit bien que c'est de la rigolade. Et il y a une autre question. À Albezuno, quand il y a cette histoire
95 ans après, et que les Templiers traduisent les seigneurs au tribunal, curieusement, le seigneur d'Albezuno, Bernard Sermon d'Albezuno, on n'en parle plus. Il ne vient jamais au tribunal. Comment ça se fait? Où est-il? C'est son oncle, c'est lui, donc dans le texte, ils disent qu'il est l'oncle dans le long rouleau. Hein, ils disent que c'est l'oncle de Bernard Sermon d'Albezuno. C'est lui qui soutient comment dit-on, les plaidoiries au tribunal. Et c'est lui qui produit, et ça j'arriverai à le démontrer aussi. C'est dommage que Jean du Vernon ne soit plus là, qui était une sommité dans le droit, parce qu'on aurait trouvé des failles dans la déposition de Bernard, du Agnor, parce que et ce sont souvent des faux témoignages. Ça expliquerait la raison pour laquelle, là je me répète, que ceux d'Esperanza n'ont pas voulu venir. Alors à la dernière session, le Seigneur, Agnor, il dit, je ne viendrai pas à la dernière session, à la conclusion que vous allez prononcer, parce que je ne viendrai pas parce que les hommes d'Esperanza refusent de venir. Alors, il ne vient pas à la dernière audition, ils se retrouvent condamnés parce que eux, les Templiers, ils ont beau jeu, ils montrent le document, le titre de propriété. Et tu as trouvé trace en France d'autres procès impliquant des Templiers ou c'est unique? Non, mais je ne suis pas un professionnel de ça, et puis j'ai travaillé. Hein. Et non. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, puisque à la fin, il y a eu des procès pour hérésie, etc. Oui. En fin de compte, les Templiers, Bernard Sermon, oui, tout court, lorsqu'il revient d'exil, il s'attaque aux Templiers parce que, peut-être à ses yeux, il représente un peu la force, la puissance des Français qui vont envahir le pays. Mais les Templiers, il faut dire ce qui est, en conclusion, ils finissent comme les cathares, ils finissent sur le bûcher. Et oui, c'est vrai. Il faut avoir une vision générale de tout ça et pas impliqué. On est observateur, on doit rester observateur. Aussi une remarque que tu fais dans un de tes ouvrages, tu expliques qu'en fait lorsque les barons du Nord, c'est-à-dire Pierre de Voisin, à un moment donné ils veulent s'accaparer le Bézu, puis finalement ils laissent le Bézu au seigneur Sermon. C'est vrai que du temps où Bernard Sermon d'Albezuno revient, là, il faut revoir les dates. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Il me semble que, bien sûr, Simon de Montfort, c'est fini. Hein, il est déjà mort. Et dans le témoignage de la procédure, on a comme date clé, si on veut, certains événements. Par exemple, les guerres que les gens du pays font contre le roi de France. Et à un moment donné, dans ce long rouleau, ils disent que le vicomte est déjà à Coufoulens pour faire la guerre au roi de France. À Coufoulens, là, chez nous. Et ça je ne l'ai pas approfondi non plus, je ne suis pas historien. Il faudrait que je sache pourquoi Coufoulens, qu'est-ce qu'il y a. Je le sais qu'il y avait des armées là, et des choses s'y sont passées. Mais il faut s'adresser à ceux qui savent. Moi, je voudrais mettre en valeur déjà ce que j'ai découvert sans jouer à l'historien que je ne suis pas après dans d'autres domaines et parallèles qu'il faudra approfondir quand même. En tout cas, Georges, merci pour tout ce que tu fais. Mais c'est une passion, merci de m'écouter et de t'apprécier parce que une passion, c'est beaucoup dire. Je voulais savoir au début pourquoi des Templiers en campagne. On me disait, mais non, il n'y avait pas de Templiers, c'était des hospitaliers. En fait, donc j'ai trouvé les textes et j'ai une réponse. Et alors ça m'a emporté pour faire d'autres.
On continue comme ça.